Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un format diffusé à la création de la chaîne, le fameux vrai-faux sur vos croyances sur la mort. J'avais réalisé 2 épisodes pour démystifier certaines idées reçues sur la mort, des croyances qui sont parfois très surprenantes, mais malheureusement souvent ancrées et qui en disent beaucoup sur notre rapport à la mort. Aujourd'hui encore, j'entends ces croyances circuler autour de moi, donc je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel pouvait servir. Je remets donc à l'honneur ces vidéos dans une version complète pour que vous puissiez tout revoir d'un seul coup. Vous allez donc pouvoir revoir les 10 croyances que j'avais identifiées. Alors installez-vous confortablement et voyons ensemble si vous sauriez distinguer, vous rappeler de ce qui était vrai, de ce qui était faux. C'est parti! La première, alors une personne a ses ongles et ses cheveux qui continuent de pousser après la mort. Vrai ou faux? Eh bien c'est faux! On ne continue pas à voir ses cheveux et ses ongles pousser après la mort. En fait, c'est une illusion. Le corps a la peau qui se rétracte à cause de la déshydratation. Les ongles et les cheveux paraissent plus grands quand on voit un corps quelque temps après son inhumation. Du coup, non. Arrêtez de penser ça. Par contre, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'un corps aujourd'hui met beaucoup plus de temps à se décomposer naturellement. Et cela a plusieurs raisons. La première, c'est que nos habitudes de vie fait que nous consommons beaucoup de conservateurs. Et comme son nom l'indique, ça conserve. Du coup, le corps met beaucoup plus longtemps à se décomposer. La deuxième, ce sont les soins de conservation. Au moment des obsèques, les proches demandent souvent de pratiquer des soins de conservation pour pouvoir aller veiller la personne et qu'elle paraisse plutôt endormie, qu'il n'y ait pas de choc au niveau de l'image. Donc ces soins-là empêchent la décomposition naturelle. Et il y a aussi une troisième raison, c'est que nos cercueils, des gros cercueils, leur composition fait qu'ils sont beaucoup plus résistants dans le temps. Et en plus, quand on les met dans un caveau en béton, eh bien là, la nature a beaucoup de mal à faire son travail. Du coup, voilà, vous avez plusieurs raisons qui empêchent la décomposition des corps, et c'est pour ça que des fois, quelques années après, voire même plus de 10 ans après, la décomposition ne se fait pas. Du coup, bonne nouvelle pour nos futurs historiens. Dans quelques années, ils auront matière à étudier leur passé, nous, entre autres. Bon, par contre, pour les cimetières, ils ont beaucoup de mal à faire des turnovers, et on manque de plus en plus de place. Donc voilà, vous savez tout. La deuxième affirmation. On peut se faire enterrer dans son jardin. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. On a le droit de se faire enterrer dans son jardin. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a beaucoup de conditions, c'est pas si évident que ça. Donc, il faut avoir l'accord de la préfecture. Pour avoir cet accord de la préfecture, il faut que votre jardin soit éloigné de plus de 35 mètres de toute habitation. Ça, c'est déjà moins évident. Et en plus, il faut l'avis d'un hydrogéologue qui va vérifier qu'il n'y aura pas de possibilité de contamination de l'eau. Si toutes les conditions sont remplies, il est peut-être possible d'envisager de vous faire enterrer dans votre jardin. Je mettrai encore une petite question ou un petit mais. Pensez dans quelques années à la revente de votre propriété. Les futurs propriétaires ne pourront pas supprimer cette sépulture. Ils devront vivre avec une tombe dans leur jardin. Et en plus, ils devront laisser l'accès aux proches qui auront envie d'aller se recueillir. Donc, c'est pas forcément une très bonne idée si on pense long terme. Réfléchissez bien à cette alternative, elle n'est pas si commode que ça, si évidente que ça. Troisième affirmation. Alors, les corbillards, autrefois, étaient tirés par des chevaux noirs. Vrai ou faux? Mais c'est vrai, elle est facile celle-là. On a tous vu des images de l'époque avec ces beaux chevaux noirs qui accompagnent les défunts dans leur dernière demeure. Aujourd'hui, les voitures sont souvent quand même foncées. On a du mal à avoir des voitures de couleur bariolée. C'est souvent des voitures noires, des corbillards noirs ou grises. Mais pourquoi pas revenir avec les chevaux? Osez demander aux pompes funèbres s'il est possible de prévoir un convoi particulier avec des chevaux. Je sais qu'il y a une entreprise de pompes funèbres qui l'a déjà fait. Je vous mettrai un article dans la description. Soyons originaux. On a le droit. Vous pouvez demander des choses particulières pour ce dernier convoi. On a cette possibilité. Osez demander. Si vous avez déjà vu
des choses originales lors des obsèques, n'hésitez pas à les partager aussi, ça peut inspirer des personnes et on peut sortir un petit peu des choses classiques, traditionnelles, on peut se permettre plein de choses. Donc je vous invite à partager ce que vous avez en tête ou ce que vous avez déjà vécu et je vous invite à y réfléchir aussi parce que peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez imaginer et ça peut vous ressembler plus et faciliter le deuil de vos proches. Donc osez, imaginez, créez, encore une fois, tout est possible. 4e affirmation, la crémation est plus écologique que l'inhumation. Vrai ou faux? Eh bien c'est faux. Effectivement, pendant longtemps, on nous a dit que la crémation était plus écologique. Mais en fait, d'après une dernière étude effectuée en 2024, je vous posterai les références dans la description, l'impact carbone est équivalent entre l'inhumation et la crémation. Ça se joue à très peu de différence. Et malheureusement en France, nous n'avons que ces deux alternatives. Nous n'avons pas d'alternative plus écologique. Alors pour réduire notre impact carbone, il y a d'autres choses à penser, comme quel genre de cercueil nous voulons, quel genre de dernière demeure nous voulons. Il y a plein de petites choses qui sont dans l'organisation des obsèques qui peuvent faire la différence, jusqu'à ce que la réglementation change et que nous puissions avoir des pratiques plus écologiques, comme l'humusation par exemple. Ce sont des pratiques qui permettent de revenir à la terre sans avoir besoin de cercueil. J'aborderai ces alternatives écologiques dans d'autres épisodes. Mais en attendant en France, c'est ou inhumation ou crémation. Donc je vous invite dès à présent à réfléchir comment réduire votre impact écologique au moment de vos obsèques. Il y a certainement plein de choses que vous avez en tête et qui feront la différence. Dernière affirmation, 5e affirmation pour cet épisode. Le croque-mort mordait l'orteil des morts pour vérifier qu'ils étaient bien décédés. Vrai ou faux? Eh bien c'est faux! Arrêtez de croire à cette légende urbaine qui circule encore beaucoup. Je l'ai entendue de nombreuses fois et on me soutient, mais si, c'est ça. Non, le croque-mort ne mordait pas l'orteil des personnes pour vérifier qu'elles étaient bien décédées. En fait, autrefois au Moyen-Âge, il y avait énormément d'épidémies, beaucoup de maladies contagieuses. On atteignait péniblement l'âge de 30 ans. Alors il fallait vite se débarrasser des corps de ces morts pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes. Alors la personne qui était chargée de transférer les personnes dans la fosse commune, parce que quand il y avait des épidémies, c'était une fosse commune, devait se protéger et par souci d'hygiène et de sécurité, il utilisait une grande perche avec des crochets. Il tirait les corps des personnes pour les mettre dans un chariot et ensuite dans la fosse commune. On l'appelait le croche-mort ou croque-mort, puisque c'est crochet ou croque, qui croquait les corps. Voilà. Donc ce mot croque-mort vient de cette pratique-là, et non pas de mordre les orteils. Pour vérifier qu'une personne était bien morte, on utilisait plutôt des aiguilles ou des stimuli un peu plus agressifs pour voir s'il n'y avait pas de réaction. Aujourd'hui, les croque-morts s'appellent des conseillers funéraires. Leur mission est bien plus large et ils ont comme cœur de métier de vous accompagner, d'accompagner les familles qui ont perdu un proche. Ils connaissent l'organisation des obsèques de A à Z. Vous pouvez les solliciter à tout moment pour répondre à vos questions. Les cercueils en carton polluent moins que les cercueils en bois. Vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, on s'en doutait un peu, mais j'aimerais qu'on apporte quelques petites précisions. Effectivement, les cercueils en carton sont moins polluants de par leur composition. Ils n'ont pas de solvant ou de vernis chimique. En plus de cela, ils sont plus abordables, les prix sont un peu moins chers, ils sont personnalisables. Vous allez en trouver de très beaux avec de beaux dessins, on peut mettre des photos, et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec les cercueils en carton, ce qui fait quand même un peu augmenter le prix. J'ai un petit bémol, il y a toujours un petit bémol. Si vous choisissez la crémation, en fait, le carton n'est pas aussi bon combustible que le bois. Donc, les crématoriums, les fours, ont besoin de plus d'énergie et de gaz pour faire leur travail. De même, le carton va encrasser plus rapidement les filtres des crématoriums. De ce point de vue-là, ils ne sont pas forcément plus écologiques. Ils sont plus écologiques au niveau de la composition. C'est à réfléchir et en même temps à comparer avec des petits cercueils en bois type pin qui sont aussi accessibles et qui peuvent aussi faire très bien leur effet. 7e affirmation.
Les directives anticipées et les dernières volontés, c'est la même chose. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Et pourtant, j'ai entendu souvent des personnes me dire que c'était la même chose ou alors parler de directives anticipées alors qu'elles me parlaient de dernière volonté. Il y a une confusion et un amalgame. Les deux choses existent, mais ce sont deux choses distinctes. Il y a les directives anticipées qui concernent vos choix de votre vivant avant votre décès. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus exprimer votre volonté au corps médical quant à votre maintien en vie, à votre traitement, en cas de maladie grave qui vous empêche de vous exprimer, ces directives anticipées enregistrent vos souhaits de traitement, de réanimation ou de laisser faire la nature et de ne pas s'acharner. Ces directives anticipées, vous pouvez les remettre à votre médecin ou les enregistrer en ligne sur le registre national de directives anticipées. Je vous invite à le faire, même si vous êtes en bonne santé, c'est important. Le corps médical a besoin de savoir quelles sont vos volontés si le cas échéant, vous ne pouvez plus vous exprimer. Par contre, les dernières volontés, elles mentionnent vos choix après vos obsèques. Donc ça concerne tout ce qui est relatif à l'organisation de vos obsèques et quelles sont vos décisions, crémation, inhumation, quel est le type de cérémonie que vous voulez, religieux, laïque. Est-ce que vous avez des souhaits particuliers à respecter pour ce moment-là? Ça concerne aussi la gestion de vos affaires post-décès. À qui vous voulez que, par exemple, votre animal de compagnie soit remis, ou vos biens mobiliers. Pour tout ce qui est immobilier et patrimoine en dur, je vous invite à faire le nécessaire auprès d'un notaire, bien sûr. Ces choix-là sont exprimés aussi par écrit. Il y a des recueils qui existent en ligne ou en livret. Et vous pouvez les confier à un proche ou dire à vos proches où se trouve ce document pour que vos volontés soient respectées à un moment donné. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'on se projette dans nos propres morts. Donc si vous avez besoin d'aide, vous avez des associations qui organisent des ateliers dernière volonté et à partir du mois d'avril, j'organiserai aussi en ligne des ateliers où on pourra parler de vos dernières volontés et où je vous remettrai également un petit livret à compléter. Il n'y a vraiment pas de moment adapté, approprié pour le faire, ni d'âge. Mais c'est quelque chose de tellement important pour vos proches, pour les soulager, le moment venu. 8e affirmation. Nous pouvons nous partager les cendres de nos proches. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Et c'est bien statué au niveau légal depuis la loi du 19 décembre 2008. Jusqu'à cette date, on pouvait même garder les cendres à domicile. Mais après quelques dérives, quelques situations compliquées, du style on se retrouve avec une urne dans une maison où une personne venait de décéder et que faire de l'urne? Et on pouvait en trouver dans les poubelles parce que les personnes ne savaient pas quoi en faire. Donc la loi a été créée pour donner un statut aux cendres et les considérer comme un corps humain en entier. De ce fait, nous avons l'obligation de respecter la dignité et l'intégrité du corps. Alors vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas garder un corps humain à la maison. Ou on ne peut pas se partager les cendres, puisque c'est comme si vous vous partagiez un morceau du corps de vos proches. Cette loi est peut-être un peu plus contraignante, mais elle a vraiment pour objectif d'éviter des situations très gênantes. Vous comprendrez. 9e affirmation. Autrefois, on attachait un fil sur les doigts des défunts qui était relié à une clochette sur sa sépulture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. À la fin du 19e siècle, on a inventé les cercueils à clochette. Alors pourquoi? Malheureusement, sur certaines exhumations, on a pu constater à cette époque qu'il y avait des personnes qui avaient tenté de sortir de leur cercueil. Donc elles s'étaient réveillées alors qu'elles avaient été déclarées mortes. Souvent, les états comateux ou cataleptiques étaient confondus avec la mort à cette époque-là. Pour éviter ces mauvaises surprises, on a cherché un système. On reliait le doigt des défunts sur un fil. Ce fil passait à travers le cercueil et était relié à une petite clochette sur la sépulture. Et un gardien faisait le tour du cimetière pendant 7 jours et surveillait les tintements éventuels des clochettes pour pouvoir sortir les personnes au plus vite. La peur d'être enterrée vivante est toujours restée. On appelle ça la taphaphobie. Oui, moi aussi j'ai découvert un mot en préparant cet épisode. On sait aussi que certaines personnes se sont déjà réveillées après avoir été déclarées mortes de nos jours. C'est aussi très très rare et ça s'appelle le phénomène de Lazare.
du nom d'un personnage biblique connu pour être sorti vivant de sa tombe. Je peux vous donner l'exemple d'un homme, 66 ans, en Seine-Saint-Denis, qui s'est réveillé en 2022 dans son sac mortuaire. Ça a dû lui faire bizarre. Ou alors une femme de plus de 80 ans qui a été déclarée morte à son domicile et qui se réveille au funérarium. Ça arrive, mais c'est très très rare. Rassurez-vous, tous les moyens sont là pour que cela n'arrive pas. Et même, vous savez quoi, on a gardé un héritage de cette fameuse petite clochette. Dans les casiers, dans les chambres funéraires, il y a un bouton de sortie de secours, une petite alarme. Donc si une personne se réveille dans le casier réfrigéré, elle a les moyens de sortir. Comme quoi on a tiré des leçons des expériences passées. 10e et dernière affirmation, on doit mettre une pierre tombale sur une sépulture. Vrai ou faux? Eh bien c'est faux. La loi n'oblige pas à mettre une pierre tombale sur les sépultures, même si c'est l'usage dans notre société. Les cimetières sont majoritairement pleins de pierres tombales, de minérales, mais ce n'est pas une obligation. La seule obligation que vous avez, c'est d'identifier la sépulture avec le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès du défunt. Et la deuxième obligation, c'est d'entretenir la sépulture, quelle qu'elle soit. Alors chaque règlement de cimetière a des limites, vous met des limites sur ce qui est possible ou pas de poser, de créer sur la sépulture du défunt. Mais il n'y a aucunement l'obligation de mettre un monument. Vous pouvez en faire un petit jardin paysager. Vous pouvez simplement mettre que 2-3 fleurs. Vous n'avez pas l'obligation d'aménager quelque chose de lourd, de cher, et vous pouvez faire quelque chose de totalement personnalisé. Et personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise dans les cimetières à déambuler quand il y a beaucoup de végétation, quand il y a de la verdure, quand c'est paisible et serein, que lorsqu'il n'y a que du monument plutôt froid et triste. Mais ça reste mon avis, et vous savez combien maintenant je suis attachée à la nature. Alors j'espère que voir ou revoir ces croyances vous aura fait sourire et peut-être appris ou rappelé certaines choses. Vous voyez que parler de la mort peut aussi être léger. Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous parce que parler de la mort, c'est aussi parler de la vie. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir toujours plus d'épisodes sur la mort autrement. À bientôt!